Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. C'est encore pour moi un privilège de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre émission de Gabonese Diaspora Show que nous tenons tous les jeudis de 19h à 20h30. Permettez-moi de me présenter, je suis Eliezer Gomat, ingénieur en urbanisme étudiant en Afrique du Sud et également pour le compte de cette émission, votre présentateur. Peut-être essayer de rappeler une fois de plus pour les personnes qui nous suivent pour la toute première fois quels sont les objectifs de cette émission. Donc le Gabonese Diaspora Show est une plateforme créée pour assister l'étudiant gabonais d'Afrique du Sud Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il contribue également à l'orientation de nos étudiants, donc les bleus, ce que nous appelons les bleus. Et ensuite, nous valorisons nos compatriotes professionnels en Afrique du Sud. Parce qu'il est à préciser que la communauté gabonaise en Afrique du Sud, qui au départ était totalement estudiantine, a plus ou moins mûri au fil du temps. Et au jour d'aujourd'hui, nous comptons beaucoup de professionnels très qualifiés, capables. Et cette plateforme est également une plateforme qui leur permet de s'exprimer et surtout d'influencer d'une manière positive nos jeunes, ou les plus jeunes, ou les bleus, une fois de plus. Donc, encore merci de vous connecter et de partager au maximum cette vidéo sur Facebook. Partagez dans vos pages, partagez dans vos murs, partagez avec tous vos proches et surtout les étudiants gabonais en Afrique du Sud, parce que cette émission les concerne. Cette émission est produite en collaboration avec le groupe Boma United à la tête de l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg et la structure d'envoi d'argent L Express. Et pour le compte de ce soir, nous abordons le sujet de l'informatique ou les technologies de l'information, communément appelé en anglais IT. Donc, si vous avez un parent qui fait IT, si vous avez quelqu'un qui fait IT, un bleu ou je sais pas, un proche, c'est le moment également de l'appeler et de lui demander de se connecter parce qu'aujourd'hui nous parlons de sa filière, de sa formation et il est important qu'il vienne pour s'enquérir des nouvelles technologies dans son domaine d'expertise. Pour aujourd'hui, nous avons 4 invités. Enfin, disons 3 invités, donc 3 étudiants gabonais ici en Afrique du Sud, que je donnerai d'ailleurs la parole l'un après l'autre. Et nous aurons également le professionnel qui nous accompagne, Monsieur Parfait Zamba. Donc, je ne sais pas si au niveau de la technique, nos étudiants sont là. Peut-être le moment pour eux de se présenter dans un premier temps. Alors que la vidéo est toujours partagée et n'oubliez pas de like et également de commenter. Lors de notre dernière session, nous avons reçu énormément de vos commentaires et ça nous a fait du bien. Nous remarquons donc que la communauté gabonaise en Afrique du Sud est active et elle est soudée. Plus que jamais, on cherche à améliorer la façon de faire. La technique, est-ce qu'on a les étudiants? Est-ce que je peux avoir peut-être le premier, Denis, pour se présenter? Voilà, Denis. Alors, bonsoir à tous. Merci déjà pour l'invitation ce soir. Je suis Denis Ivombo, étudiant à l'Université de Johannesburg en 3e année. Et je suis aussi vice-président de l'Association des Gabonais de Johannesburg. Alors, je profite de cette occasion aussi pour informer les étudiants qui regarderont ce show ce soir pour leur dire que l'association a mis en place une plateforme, une base de données qui permet aux étudiants de s'enregistrer. Alors, j'invite vraiment les étudiants à s'enregistrer et de partager le message. Merci. Merci, Monsieur Denis Ivombo. Je ne sais pas si on a un autre étudiant là-bas. J'arrive vraiment pas à voir tout le monde qui est connecté. Au niveau de la technique, est-ce qu'on a Eben ou est-ce qu'on a Farouzan? Voilà.
Ok, oui, Eben. Yes, today. Sorry for the delay, first of all. I would like to thank you all for having me here tonight. I'm happy to be here. I'm Ebenezer Komat. I'm in South Africa, first year student at Demling. I'm an IT diplomat. I would like to share a little bit of my knowledge and have some of my questions be answered. Merci, merci Eben. Voilà. Est-ce qu'on a le prochain étudiant, Farozan? Oui, Farozan, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Farozan? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Voilà. D'abord, désolé pour le retard parce qu'il y avait un problème technique à mon niveau. Ceux qui sont en Afrique du Sud savent qu'en ce moment, il y a un petit problème par rapport aux histoires de coupure. Donc, j'avais un peu la coupure de mon côté. Moi, c'est Fauzan Kosoko, élève en 3e année. Je suis étudiant en 3e année à l'Université de Johannesburg en réseau et télécommunications, plus communément appelé IT. C'est un peu ça. Merci de m'avoir invité sur votre plateforme. Monsieur Farozan. Alors, pour le compte d'aujourd'hui, donc, rappelez aux internautes, voilà, que nous parlons de l'informatique, les technologies d'information. Et nous avons le plaisir d'avoir un Gabonais qui est passé par cette formation et qui éventuellement a pu obtenir un diplôme et a trouvé de l'emploi en Afrique du Sud. Il s'agit de monsieur Parfait Zamba. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Parfait Zamba, à l'autre bout de l'écran, on va dire ça comme ça. Bon, moi, je m'appelle Parfait Zamba. Je suis un professionnel qui évolue en Afrique du Sud depuis un bon nombre d'années. Et j'ai fait l'essentiel, sinon tout mon cursus tertiaire ici, donc l'université, notamment à l'université de Johannesburg. Et merci infiniment pour l'invitation. Je dois dire que c'est une initiative que je salue vraiment de tous mes voeux. Et il est important de se retrouver de temps en temps, n'est-ce pas, pour pouvoir échanger de nos expériences respectives sur le territoire sud-africain. Très content d'être là. Merci, monsieur Parfait Zamba, et nous espérons en tirer le maximum de votre expérience ce soir. Rappelez une fois de plus à tous les internautes que nous sommes au Gabonese Diaspora Show of South Africa, une initiative de L-Express en partenariat avec Boma United, le groupe en charge de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg. Et sur cette plateforme, nous avons 3 objectifs. Le premier, celui d'orienter les nouveaux ou nos bleus, les étudiants. Deuxièmement, celui d'accompagner les étudiants déjà à l'université, comme nous en avons beaucoup ce soir. Et le troisième, celui de faire la promotion de nos professionnels, ceux dont nous en sommes fiers. Sans perdre beaucoup plus de temps, vous avez certainement remarqué, ce soir nous n'avons pas de demoiselles parmi nous, pas de dames, bien que le Gabon tout récemment a reçu, ou pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous avons reçu à la tête de notre gouvernement une dame, Madame Rose Christiane Osunga Raponda. C'est pas de la politique, nous en sommes fiers. Donc c'était juste pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, désormais au Gabon, à la tête du gouvernement, Premier ministre, une dame. Bien. Est-ce que l'on peut procéder par la première question, chers étudiants? Peut-être Denis, avec la question numéro 1, voilà, pour monsieur Zamba. Alors, ma question est, quelles sont les exigences que nous avons besoin pour postuler à un emploi en informatique en Afrique du Sud avec cette expérience, s'il vous plaît? Bon, bien entendu, dans un premier temps, il faudrait avoir la formation adéquate qui devrait être, bien entendu, accompagnée d'un diplôme. La formation, du moins le travail dans lequel j'évolue,
s'accentue beaucoup plus sur la programmation en elle-même, donc notamment la construction de logiciels. Donc, un diplôme soit en computer science, ce qu'on appelle ici computer science, ou en informatique aussi, ce qui est une branche qui est un peu plus souple et un peu moins technique, n'est-ce pas? Une fois que vous avez un diplôme tertiaire, ça peut être un national diploma tel qu'on l'appelle ici, ou ça peut être un degree. Il faut bien entendu répondre aux différentes exigences administratives, notamment avoir un visa de travail. Fort heureusement, étant donné qu'on évolue dans une profession assez demandée sur le territoire sud-africain, ils mettent à disposition des différents étudiants étrangers certains visas qu'on appelle Critical Skills Visa qui sont assez faciles à obtenir. Pour obtenir ce Critical Skills Visa, il faut bien entendu avoir son diplôme, ce que je mentionnais tout à l'heure, et il faut aussi s'enregistrer le plus tôt possible, dès qu'on a ce diplôme-là avec une institution professionnelle agréée. Je pense que pour Computer Science, ou du moins pour l'informatique, c'est IITPSC, which stands for Institute of Information Technology of Professionals of South Africa. Une fois qu'on a enregistré avec l'organisation en question, ses papiers, ou du moins son diplôme, tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller à Home Affairs et de déposer son dossier. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un emploi ou un contrat de travail pour obtenir ce visa-là. Et on peut déposer son dossier, que ce soit sur le territoire sud-africain ou alors même au Gabon, chose que j'ai faite. Le Critical Skills Visa, je pense bien, le premier qui vous est délivré, vous donne une période d'à peu près 12 mois pour trouver un travail sur le territoire sud-africain. Et une fois que vous avez votre travail, et bien entendu un contrat qui prouve que vous l'avez obtenu en bonne et due forme, on peut alors étendre votre visa pour un peu plus de temps. Normalement, c'est 3 ans. Ça, c'est sur un point de vue administratif. Et bien entendu, toujours, comment dirais-je, le diplôme n'est pas toujours quelque chose qui démontre en fait les capacités techniques d'un certain travailleur. Donc, il faut aussi vraiment insister sur l'excellence, insister sur le fait qu'on ait des aptitudes techniques qu'on peut démontrer lors des différentes interviews techniques auxquelles on sera soumis durant la recherche du travail en question. Donc, bien entendu, il y a la compétence qui est la chose la plus importante une fois que le cas est passé. Merci, Monsieur Parfait Zamba. Je pense que Denis, êtes-vous satisfait de cette réponse? Oui, je suis satisfait. Merci de votre réponse, Monsieur Zamba. Magnifique. Je tiens à rappeler à tout le monde, et je pense que c'est un point clé que M. Zamba vient de signifier une fois de plus, et là on avait parlé de cela la dernière fois. IT, ou les technologies de l'information, font partie donc de la liste des critical skills, ce qu'on appelle les compétences critiques en Afrique du Sud. Et c'est donc une très très bonne chose parce que ça vous permet d'avoir un visa de travail beaucoup plus facilement que quelqu'un qui ferait une formation qui ne serait pas sur cette liste-là. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Zamba. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vous écoutent et qui souhaiteraient trouver de l'emploi en Afrique du Sud, qui comprennent maintenant qu'il est possible d'avoir un visa de par cette formation. Je ne sais pas si on a Eben pour la deuxième question. La technique. Bien, il me semble que Ben n'est pas connecté.
Alors, on va aller à la prochaine avec Faouzan. Faouzan, la prochaine question. Faouzan, vous êtes là? Ok. Faouzan également n'est plus des nôtres. C'est pas bien grave. Je pense qu'on peut continuer avec la prochaine question avec Monsieur Denis. Monsieur Denis, la prochaine question. Ok, j'aimerais savoir si vous pouvez nous partager votre expérience en tant qu'étranger dans un environnement du travail, excusez-moi, en Afrique du Sud. Quelle est votre expérience? Genre, avez-vous des mauvaises expériences en Afrique du Sud ou des bonnes? Vous pouvez nous partager votre expérience, s'il vous plaît? Bon, je dois dire que dans le domaine informatique, je n'ai pas eu vraiment de mauvaises expériences, loin de là. J'ai toujours été bien traité dans les différentes entreprises pour lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Et je dois dire qu'il y a s'il faut regarder les différents aspects, on va regarder l'aspect humain et l'aspect purement technique. D'un point de vue humain, il y a toujours une certaine fascination, en fait, du moins dans les environnements dans lesquels j'ai eu à travailler pour l'étranger. Fascination dans le sens où, généralement, les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'interagir ont toujours eu le préjugé selon lequel l'étranger, lorsqu'il vient en Afrique du Sud, il est travailleur, il est là pour réussir, il est là vraiment pour pousser. Donc, tout de suite, lorsque vous êtes, durant un entretien, lorsque vous êtes embauché, c'est ce qu'on attend de vous. Et lorsque vous le prouvez, ça les conforte un peu plus d'ailleurs, déjà sur ce préjugé qui est assez positif. Et il y a aussi une fascination, je dois dire aussi, pour cet aspect assez, comment dirais-je, exotique, le fait qu'on ait un accent différent, le fait qu'on parle français, etc., etc. Ça les rend un peu plus ouverts, un peu plus relax. Et dans toutes les cultures, on va dire ça comme ça, que ce soit la culture dite européenne ici avec les Caucasiens qu'on a ici, que ce soit avec les Sud-Africains d'ascendance purement africaine. Donc, vraiment d'un point de vue humain, je ne vois pas d'expériences négatives. Elles ont toutes été positives. D'un point de vue technique, je pense que la difficulté pour beaucoup d'entre nous se place au niveau des barrières linguistiques qu'il peut y avoir. Parce que nous sommes dans un environnement où, bien entendu, la langue la plus parlée est l'anglais, ou du moins l'une des langues les plus parlées est l'anglais, et la culture anglaise aussi se retrouve dans cette langue-là. Donc, il y a quelquefois certaines expressions, on va dire ça comme ça, certains humour, une certaine culture qu'on ne saisit pas forcément une fois qu'on baigne dans le milieu professionnel. Et bien entendu, ces réflexes-là, ou du moins cette compréhension-là, vient avec l'expérience et avec les différents échanges qu'on a. Et aussi par la lecture. Parce que même si, en tant qu'étranger, on manque de culture par rapport aux idiomes qui peuvent être utilisés durant un langage ou du moins durant une conversation verbale, au niveau de la lecture, il faut dire qu'on est assez calé là-dessus. Donc, on peut toujours se rattraper pour pouvoir ajuster les différents manquements qu'on peut avoir lors de ces échanges-là. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais plutôt positif. Merci. Pardon, vous vouliez ajouter, Monsieur Zamba? Positive et enrichissante. Magnifique, positive et enrichissante. J'ai aimé ce que vous avez dit, exotique, de par l'accent anglais que l'on a quand on parle français. C'est vrai que ça joue également un rôle, une appréhension plutôt différente dans le monde du travail. D'accord, je vois, nous avons à nouveau nos étudiants sur la plateforme. Peut-être l'opportunité de donner à Eben la prochaine question. Well, thank you, Mr. Leader.
Well, Mr. Zamba, I just wanted to know what strengths do you think are most important in a developer, or should I say other IT position? As in, what qualification do you need to do your job properly? So I don't know, should I answer that question in English or should it be in French? What should it be? Je pense que le français serait mieux. D'ailleurs, peut-être une seconde pour moi pour traduire d'une manière ou d'une autre la question qui vient d'être posée. Donc, Ebenezer demande quelles sont les forces, ou du moins, enfin, les forces, voilà, importantes pour un développeur, je ne sais pas comment on dirait ça en français, pour pouvoir avoir ou maintenir sa position en informatique de technologie. J'espère que j'ai bien traduit ça. Monsieur Zamba, à vous. Ok, d'accord. Bon, je pense que les caractéristiques, ou du moins les différentes forces sur lesquelles devrait compter un programmeur pour pouvoir réussir sa carrière professionnelle sont premièrement techniques. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes embauché, vous n'êtes pas embauché pour vos beaux yeux ou bien pour votre habileté à manier les mots. C'est plutôt sur votre talent ou du moins sur votre force à pouvoir produire un travail, pouvoir produire un programme qui puisse marcher. Donc, il faut être très technique pour pousser le plus loin possible. Bien entendu, vous me direz, lorsque l'on commence sa carrière, on n'a pas beaucoup d'expérience. On a beaucoup plus baigné dans la théorie plutôt que sur la pratique. Donc, à côté de la force technique qui pourrait se manifester par rapport à votre relevé scolaire ou du moins universitaire, il y a aussi une chose très importante qui est l'attitude. Parce qu'on évolue dans une discipline qui change. Elle change très vite, d'année en année, de mois en mois. Ce qui fait alors que lorsque on sort détenteur d'un diplôme en 2010, avec une certaine expérience dans un langage particulier, une façon de faire particulière, cette façon de faire-là peut avoir changé une fois qu'on est dans le domaine du travail, dans le monde professionnel. Donc, il faut vraiment avoir une attitude d'apprenant et une attitude persévérante par rapport à cette chose-là, si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, ce qu'on fait durant les interviews, du moins les entretiens, c'est que de ces aspects techniques-là dont on parlait, on a généralement des discussions avec le candidat pour voir en fait quels sont ses intérêts, pour voir en fait si au-delà de ses études, il cherche à savoir, il a ce goût et ce plaisir-là et cette envie de savoir. Parce qu'effectivement, la réalité du game, c'est qu'une fois qu'on est dedans, les choses changent très vite, il faut pouvoir s'adapter. Donc la capacité à s'adapter et la volonté de s'adapter. Merci beaucoup, Monsieur Zamba. Juste rappeler à tous les internautes, les personnes qui nous rejoignent juste maintenant, que vous êtes bien sur le Gabonese Diaspora Show, qui est une émission organisée par l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg, en collaboration avec la structure d'envoi d'argent L Express. L'objectif de cette émission, rappeler vraiment très rapidement, orienter les nouveaux, les étudiants, accompagner, les étudiants une fois de plus, et promouvoir nos professionnels. Également rappeler aux uns aux autres de partager le live au maximum, partager sur vos pages, partager sur vos profils, appeler tous les étudiants. Aujourd'hui, nous parlons de l'informatique, des technologies de l'information. Il s'agit de tous les étudiants IT, comme on le dit en anglais. Donc, si vous avez un camarade, un ami, quelqu'un que vous connaissez qui bénéficierait des informations que nous donnons, il serait bien de lui faire savoir. Également, aussi, vous pouvez commenter
si vous avez des questions ou juste like si vous appréciez. Nous allons continuer avec la 4e question. Denis, vous êtes là? Oui, je suis là. Excellent. Est-ce qu'on peut avoir la 4e question? Je pense que jusque-là, excusez-moi, jusque-là, les étudiants, tout va bien, n'est-ce pas? Oui, c'est parfait. Ok, merci. Ça veut dire que les étudiants sont satisfaits de vos réponses, Monsieur Zamba. Allez-y alors avec la 4e question. Alors, Monsieur Zamba, j'ai une question à 2 volets. Le premier volet est comment la 4e révolution industrielle que nous vivons actuellement influence-t-elle le business de nos jours? Bon, lorsqu'on parle de 4e révolution industrielle, bien entendu, on parle ici du fait que on retrouve les technologies un peu partout dans nos vies et l'impact que ça a sur nos vies et sur la façon dont qu'on a à interagir avec nos pairs ou dans le business, bien entendu. Bon, je pense qu'il est assez évident aujourd'hui lorsqu'on regarde toutes les différentes industries auxquelles on est exposé que l'informatique se retrouve partout. Notamment dans la façon de communiquer. Aujourd'hui, on peut avoir cette conversation-là malgré le virus qui nous frappe grâce à l'informatique. Aujourd'hui aussi, on peut bien entendu se commander une petite pizza tout simplement en ayant son application Uber sur son téléphone et voilà, c'est fait. De la même façon aussi, on se trouve ses chéris grâce à l'outil informatique. Donc, cette tendance-là se voit et elle ne va faire que s'accentuer dans le temps. On va voir l'outil informatique s'incruster de plus en plus dans notre manière de fonctionner, dans notre business, voire dans notre vie, dans nos vies privées et individuelles. Je pense que c'est une bonne chose pour nous qui sommes professionnels de l'informatique, parce que ça veut dire que les personnes qui ne regardaient pas l'outil informatique ou qui regardaient l'outil informatique d'un mauvais œil aujourd'hui vont se trouver obligés de composer, de conjuguer avec ce outil, comment dirais-je, cette discipline-là. Donc, je vois une explosion qui est visible, c'est évident, bien entendu, et une demande de plus en plus accrue des skills, on va dire ça comme ça, d'informaticiens, de programmeurs, etc., etc. Et on se trouve dans un continent qui est relativement jeune lorsqu'il s'agit de cette 4e révolution industrielle ou de cette explosion du secteur tertiaire. Et donc, il nous revient à nous, il vous revient à vous, qui avez encore la force et la vigueur de la jeunesse, de vous impliquer de plus en plus dans cette chose informatique-là, non seulement dans le cadre purement universitaire ou scolaire, mais aussi dans des entreprises individuelles ou collectives, où vous pouvez mettre sur pied différentes petites applications ici et là qui pourraient rendre notre quotidien un peu plus agréable ou je dirais même plus qui nous permettrait de fonctionner dans ce monde qui est de plus en plus informatisé. C'est définitivement une discipline sans laquelle on ne peut avancer. Donc voilà à peu près ma position. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question. Ce qui m'emmène au deuxième volet de ma question. Denis, peut-être avant le deuxième volet de la question, j'ai moi-même une question. À vous écouter, grand frère Zamba, nous comprenons que l'outil informatique aujourd'hui est devenu l'apanage de tout le monde. Tous les métiers ont emprunté de vos compétences ou de votre formation, de votre domaine
et on retrouve l'informatique un peu partout. Ce qui m'amène à penser que, à poser la question, la suivante. Est-ce que l'on doit toujours encourager nos jeunes, les étudiants qui arrivent, à se lancer dans cette filière-là, vu que c'est une filière qui, au jour d'aujourd'hui, est en challenge avec toutes les autres filières du monde, parce que l'informatique n'est plus informaticien que celui qui fait IT. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'apporter une petite lumière par rapport à ça? Peut-être que je n'ai pas trop saisi la deuxième partie de ta question, ou du moins de ta question. Bon, je me permets de te tutoyer, hein, vu qu'on est en famille. Oui, pas de souci. Okay. Je peux répéter, peut-être? Vas-y. Je pense que la première partie, c'était par rapport à l'encouragement qu'on devrait mettre, qu'on aurait un peu plus poussé pour la jeunesse. Mais après, je suis allé vers le deuxième volet. Quel est-il? Oui, donc est-ce que l'on peut toujours encourager les jeunes, ça c'est le premier volet, à s'enregistrer dans nos universités pour faire de l'informatique? Et numéro 2, est-ce que les informaticiens même ont encore du poids sur le monde du marché du travail, vu que beaucoup d'autres personnes ont également appris l'informatique dans leur formation? Ok, d'accord. Bon, en tant qu'informaticien, ou du moins programmeur pour être beaucoup plus précis, et étant passionné de ce que je fais, bien entendu, j'encouragerais n'importe qui à se lancer sur dans cette discipline-là. Il y a aussi des réalités économiques qui sont là, qui pourraient justifier le fait que beaucoup de nos jeunes devraient s'investir dans la profession en question. Plutôt, on notait, et tu l'as d'ailleurs noté, que c'est critical skills in South Africa, on va dire ça comme ça, que ce sont des compétences assez rares qui sont vraiment recherchées dans le monde du travail. Et ce qui est vrai en Afrique du Sud l'est aussi en Europe, en Afrique ou en Asie. Les informaticiens sont de plus en plus recherchés et sont recherchés. Donc, d'un point de vue économique, ça a tout son sens. Mais dans l'encouragement qu'on devrait donner à nos jeunes à s'impliquer dans l'affaire informatique, il est important de démystifier aussi la chose. En parlant de mystification, je vais basculer sur le second volet après, ou du moins, on va dire ça comme ça. Démystification, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les filières dites scientifiques ont toujours été vues comme étant des filières assez compliquées, difficiles, etc., etc. Quand en réalité, lorsqu'on y met du sien, on va dire ça comme ça, on ne va pas dire que c'est nécessairement facile. Ce n'est pas facile, mais comme toute entreprise, lorsqu'on y met du sien et lorsqu'on démystifie, lorsqu'on change sa manière de penser, sa manière d'approcher la chose en question, c'est une discipline assez approchable dans sa compréhension et dans l'obtention éventuelle du diplôme qui nous permettrait de basculer dans le monde du travail. En parlant de ta seconde question, je pense qu'il est important de définir ce qu'on entend par informatique. Tu disais que tout le monde fait informatique. C'est d'abord quoi l'informatique? Est-ce que l'informatique, c'est tout simplement avoir la capacité, comme on le pourrait avec son téléphone, d'aller sur une application, de pouvoir taper son texte ici et là et de pouvoir faire deux ou trois choses? Est-ce que l'informatique, c'est la capacité de pouvoir mettre CTRL ALT delete et juste montrer les performances de son ordinateur? Non, c'est un peu plus compliqué que cela. Lorsqu'il s'agit du design, de l'architecture et de la construction d'un logiciel tel que celui qu'on utilise en ce moment, je ne pense pas que n'importe qui peut se lever un matin et dire « Ok, je vais créer une application qui s'appelle Zoom ». La personne ne saurait par où commencer. Donc, il y a toujours la nécessité du professionnel. Parce que l'informaticien, je vais parler du programmeur ici, c'est celui qui est capable, n'est-ce pas, de créer une application telle que celle que nous utilisons en ce moment-là. Je ne pense pas que dans l'audience,
les quelques personnes qui peuvent faire CTRL-C, CTRL-V seraient capables de le faire. Donc, il est important de, n'est-ce pas, de différencier informatique et je vais l'appeler ingénierie logicielle, c'est-à-dire la construction, la fabrication même du logiciel en lui-même. À l'opposé, on a l'utilisation du logiciel, ce que tout le monde peut faire de nos jours. Merci, merci. Non, très très clair. Je comprends qu'il y a toute une ingénierie derrière le fait d'être un simple informaticien. Peut-être la deuxième partie, le deuxième volet de votre question, Monsieur Denis, avant que nous ne partions au break. Merci, Eliezer. Déjà, merci pour la réponse parce qu'elle était très claire, parce que les gens font la confusion sur cette question. Le deuxième volet est, alors, comme vous disiez, la technologie est partout de nos jours et remplace on va dire, nos jobs un peu partout. Alors, quel est le futur de l'IT dans cette nouvelle révolution? Le futur de l'IT, à mon humble avis, on sera partout, on va diriger le monde. Ce que j'entends par là, c'est quoi? C'est que la réalité est que la plupart, au moins toutes les compagnies ou toutes les entreprises qu'il y a sont obligées de s'informatiser. On se rend compte avec l'épidémie, ou du moins la pandémie qu'on vit en ce moment, que les compagnies qui, fort malheureusement, n'ont pas mis en place des infrastructures qui permettraient le télétravail peinent aujourd'hui. Même si dans leur effectif, on a pour la plupart ce qu'on appelle les knowledge workers, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de leur main de fabriquer X, Y ou Z pour pouvoir travailler. Donc, rien que en regardant la situation actuelle, on se rend bien compte qu'on ne peut pas se passer de l'outil informatique. Donc, c'est une utilisation beaucoup plus accrue de l'outil informatique que je vois dans le futur, que je peux voir dans le présent. Même quand on n'utilise pas un ordinateur, tout le monde a son portable sur lequel on va sur Facebook, on va sur Instagram, on check ses emails, etc., etc. Et de plus en plus, non seulement on utilise ces outils informatiques, mais on est de moins en moins satisfait par rapport au pouvoir qu'on a entre ses mains. Ce qu'on a aujourd'hui, on ne l'avait pas il y a 10 ans. C'était difficile, moi je me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, la première fois que j'ai vu un téléphone avec des couleurs, c'était waouh. Ou bien un téléphone là où tu pouvais jouer, c'était waouh, waouh, waouh. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Donc, cette soif et cette faim-là de choses beaucoup plus sophistiquées, des choses beaucoup plus performantes, ne vont que contribuer à l'explosion et à la croissance de cette discipline-là. L'informatique est partout et se retrouvera partout. Amen. Même quand il y a un ordinateur partout de nos jours, même dans ta machine à laver, il y a un ordinateur. Dans ta gazinière ou ta cuisinière, il y a un ordinateur. Aussi simple soit-il, l'informatique est partout. Dans les voitures, il y a les ordinateurs. Donc, vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit, Monsieur Zamba. Je sens la passion dans votre discours, je sens l'amour de la chose. Vous l'avez dit, l'ordinateur est partout, l'informatique va dominer le monde. Et je ne sais pas si on pourra dire amen à cela. Je reviendrai à la deuxième partie de cette émission, peut-être pour parler de
vos compétences informatiques peut-être un peu plus précises sur vos projets et autres. Rappelez aux uns et aux autres que vous êtes bien sur le Gabonese Diaspora Show et que ce show est un show organisé par L-Express en partenariat avec l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg, ou du moins le groupe en charge de cette association qui est Boma United. Cette plateforme remplit 3 objectifs précis, celui d'orienter les nouveaux, les étudiants, qu'ils soient au Gabon ou en Afrique du Sud, les bleus, ceux de terminale, également accompagner les étudiants. Donc, comme on le disait tantôt, l'informatique est partout. Nous parlons de ça aujourd'hui. Si vous savez toujours pas quoi faire dans votre cursus universitaire, peut-être, pourquoi pas, l'informatique. Le grand frère, monsieur Parfait Zamba, est là pour vous guider. Et également, troisièmement, nous faisons la promotion de nos professionnels parce que nous sommes une diaspora et une diaspora se doit de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement intellectuel de son pays. Et c'est bien ce que nous essayons de faire. Nous allons tout de suite vers un break de 5 minutes. Je vous prie de ne pas partir très loin. C'est juste l'opportunité pour nous de prendre un verre d'eau. Rappelez également à ceux qui nous rejoignent, juste maintenant que nous avons sur le plateau 2 étudiants de UJ. Il s'agit de Denis et de Faouzan, et un étudiant de Damlin. Il s'agit d'Ebenezer. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. 5 minutes de pause. Prenez un verre d'eau et revenez-nous. Merci. Oui. Nous sommes de retour sur le live. Merci de continuer à partager le Gabonese Diaspora Show sur votre page Facebook, à vos collègues et amis, toutes les personnes qui sont intéressées par l'informatique et les technologies de l'information. Ça se passe ici sur la plateforme Zoom. Nous sommes en Afrique du Sud. C'est une initiative de la compagnie d'envoi d'argent L-Express en partenariat avec le groupe en charge de l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg. Il s'agit de Boma United. Nous sommes au deuxième volet de nos questions. Et juste avant de donner la parole, j'aimerais juste rappeler quelques petites choses. La première, celle de la base de données de l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg. L'association a mis en place une base de données qui permet de mieux suivre les étudiants, mieux les écouter, mieux répondre à leurs inquiétudes et mieux les accompagner. Et cette base de données, elle n'est pas pour appartenir à qui que ce soit ou pour d'autres fins que ce soit que de vous soutenir. Donc nous appelons à tout Gabonais de s'enregistrer. Vous verrez le lien sur le groupe chat de cette vidéo. Enregistrez-vous si vous êtes un étudiant gabonais ici à Johannesburg ou en Afrique du Sud en général, afin que l'association puisse vous accompagner. Deuxièmement, l'association, une fois de plus en partenariat avec L-Express, a mis sur pied un club d'anglais, de discussion pour nos étudiants qui arrivent nouvellement et qui veulent apprendre à mieux s'exprimer en anglais. Donc, ce groupe-là également existe. C'est des réunions sur Zoom chaque jour, du lundi au vendredi, de 10h à 12h. Je pense que le lien Zoom également, vous le retrouverez sur le groupe chat, sinon sur la bande d'annonce en dessous. Pour revenir rapidement à notre discussion, Monsieur Zamba, vous êtes toujours bien, confortable, ça va? Ça va, petit frère, on est là, tranquille. Magnifique. Vous êtes notre invité phare, notre invité du jour, et nous sommes contents de discuter avec vous des techniques de l'information. Nous allons procéder avec notre questionnaire, peut-être aller à la 5e question de Monsieur Faouzan. Voilà, vous avez la parole. Oui, bonsoir, Monsieur Zamba. Ma question est la suivante. Est-ce que vous m'entendez? 100%. Ok, je disais, ma question est la suivante. Monsieur Zamba, pouvez-vous partager avec nous un projet sur lequel vous avez eu à travailler durant votre temps libre et qui a été vraiment un succès? Je me répète, je demande si est-ce qu'il est possible que vous puissiez partager avec nous un projet sur lequel vous avez eu à travailler durant votre temps libre qui n'a rien à voir avec votre boulot, mais qui a été vraiment un succès. Est-ce que c'est possible?
Oui, je crois que la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, ou du moins sur lesquels je travaille en temps libre, n'ont rien à voir avec l'informatique. Allô? Mais il y en a un dont je peux discuter ici Allô? sans... Allô? Vous m'entendez 5 sur 5? Oui, monsieur Zamba, on vous entend 5 sur 5. Ok, d'accord. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Je ne vais pas citer l'organisation pour laquelle j'ai fait le travail en question, mais il s'agissait de créer en fait on va dire un logiciel. Faouzan, j'ai entendu ta question et j'y réponds. Voilà. Ok, donc, je disais donc tantôt qu'il s'agissait en fait de créer une sorte de plateforme de management pour en plus du site qui existait déjà, on va dire ça comme ça. Ça, c'est à titre privé. Je ne parle pas ici de ce que j'ai fait dans le monde professionnel en lui-même ou du moins dans mon travail. Donc là, c'était assez simple d'un point de vue, comment dirais-je, d'un point de vue technique ou du moins d'un point de vue de service, de différents services qui devaient permettre à l'utilisateur de jouer, on va dire ça comme ça. Donc, c'était juste une plateforme qui permettait à l'utilisateur d'ajouter différentes informations à son site. Donc, c'était une sorte de CMS, on va dire ça comme ça. Pas aussi sophistiqué que WordPress ou un autre CMS de cet acabit, mais c'était beaucoup plus spécialisé. Là où le client, ou du moins la personne qui voulait le site, ou du moins la plateforme, voulait tout simplement ajouter des informations sur sa base de données et faites spécifiquement pour son organisation et pour son organisation et des bases des données telles que les différents membres qui appartenaient à son organisation, des données telles que les différentes locations, on dit locations en français, en anglais. En français, je pense qu'on parle de différents lieux. Les différents lieux où il y avait des représentations de l'organisation en question, parce que l'organisation pouvait se retrouver dans différentes provinces. Et il était alors question de pouvoir identifier quelles sont les différentes personnes, les différents membres qui appartenaient à différentes représentations de l'organisation en question. Là, je vous donne une esquisse du domaine, bien du business dont je parle avant peut-être d'aller sur un point de vue un peu plus technique si vous le voulez. Donc, il y avait cet aspect-là, donc gestion des différents membres de l'organisation à travers la plateforme en question. Au-delà de la gestion des membres, il était aussi question de pouvoir gérer le contenu du site en lui-même. Donc, notamment des différents documents qui pouvaient être accessibles sur le site et aussi pouvoir gérer 2 ou 3 pages ici et là. Il était aussi question de protéger le site en question, de protéger la plateforme en question en mettant sur pied une sécurité qui demandait juste son mot de passe et son nom d'utilisateur. Grosso modo, c'était ça. En termes, je vais parler sur le plan technique, sauf si vous avez des questions un peu plus poussées sur l'architecture de la plateforme. Peut-être demander à Faouzan, est-ce que vous avez besoin de plus de réponses techniques ou ça vous suffit? Faouzan? Vous êtes satisfait avec la réponse? Ça va? On peut avancer? Je pense que Faouzan a des problèmes techniques.
Voilà, des problèmes techniques pour un technicien de l'informatique. Vraiment, vraiment très, très drôle. Monsieur Zamba, à vous entendre parler, on a l'impression que vous travaillez sur des projets d'ordre diplomatique ou d'ordre privé que vous ne pouvez pas révéler ici sur cette plateforme. Vous avez dit à plusieurs reprises, je ne dirai pas la compagnie, je ne dirai pas la compagnie. Peut-être ça aiderait nos étudiants je sais pas moi, ça pourrait être une information utile. Vous voulez pas nous dire où vous travaillez? Ah non, ça je peux le dire, ça, il n'y a pas de souci. Mais tout à l'heure, vous parliez d'un projet privé. Donc, je peux très bien dire pour quelle compagnie je travaille. J'ai travaillé pour 2 compagnies. La première compagnie pour laquelle j'ai travaillé était une institution financière qui existe toujours d'ailleurs. Elle s'appelle Value Portfolio Managers. J'y ai travaillé pour à peu près 2 ans. 2 ans et demi à peu près. Après avoir travaillé pour cette compagnie-là, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment est une compagnie qui est spécialisée dans le consulting. Donc, c'est une organisation qui offre ses services à différentes entreprises de la place, notamment les banques, les assurances et même dans le domaine minier. La compagnie en question s'appelle Dariel. Et j'y travaille un peu plus de 4 ans maintenant. Magnifique. Donc, si, chers étudiants, vous cherchez le stage, vous savez que Dariel est disponible pour vous. Alors, on va peut-être continuer avec la prochaine question, la question numéro 6, pardon, voilà. Denis, vous êtes là? Oui, je suis là. Ouais, voilà. Alors, Monsieur Nzamba, avec la technologie qui ne cesse pas d'évoluer, comment gardez-vous vos compétences techniques à jour? La lecture et la pratique, grosso modo. Parce qu'effectivement, la chose ne cesse d'évoluer de jour en jour. Donc, il faut avoir la discipline et la volonté de pouvoir chercher au-delà du domaine professionnel, au-delà de son travail. Parce que généralement, dépendant de la compagnie dans laquelle on se trouve, surtout lorsqu'on est ce qu'on appelle un in-house developer, c'est-à-dire qu'on travaille pour une banque ou pour une maison d'assurance dont le main business, le business principal n'est pas l'informatique, on se retrouve à faire vraiment des choses assez répétitives. C'était notamment le cas lorsque je travaillais pour l'institution financière dont je parlais tout à l'heure. On fait la même chose tous les jours. Donc, lorsqu'on se retrouve à faire la même chose tous les jours, bien entendu, on commence à se rouiller un peu. Donc, il est important de s'abonner à différentes revues informatiques en ligne. Tu as Stack Overflow, tu as Medium.com, etc., qui vous permettent de vous mettre à jour, en fait, de différentes tendances dans le domaine. Quels sont les langages qui sont de plus en plus, populaires? Quelles sont les différentes plateformes qui sont de plus en plus populaires? Et faire des tutoriels ici et là pour pouvoir baigner dans ces différentes technologies-là pour savoir ce qui s'y passe. Le développement personnel dans sa carrière professionnelle est très important parce que fort malheureusement, on peut se retrouver dans une compagnie qui, que tu codes, elle est contente. Elle n'a aucun intérêt à savoir quel est le langage le plus populaire, elle n'a aucun intérêt à savoir quelle est la technologie la plus populaire. Tant que tu codes, ils sont contents. Et c'est notamment le cas dans beaucoup de institutions dites vieilles, notamment dans les banques, par exemple. Tu as des systèmes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ben écoute, tant que tu peux travailler sur Delphi, par exemple, pendant ces 20 années durant le temps de la banque, elle est contente. Et jamais tu ne connaîtras les plaisirs de travailler avec React, Go, etc. D'accord, Monsieur Zamba. Nous continuons avec les questions. Je vous prie, s'il vous plaît, de continuer à poser vos questions sur le groupe de commentaires, les commentaires. Et au moment venu, au moment opportun, nous lirons ces questions pour que Monsieur Zamba également
puisse apporter des lumières à cela. Juste avant de prendre le prochain intervenant, Monsieur Eben, juste à rappeler que nous comptons mettre en place, et ça c'est un projet, un groupe, enfin des groupes WhatsApp pour chaque filière, pour chaque domaine d'expertise. L'objectif étant de rassembler les Gabonais qui font la même chose pour qu'ils puissent échanger au quotidien sur les différentes informations qui affectent leur domaine d'activité. Donc, je pense que vous verrez au bas de l'écran, le numéro qui est là, c'est pour tous ceux qui font IT, tous ceux qui se reconnaissent comme techniciens de l'informatique ou l'information, de bien d'envoyer de leur information à ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour faire partie de ce groupe d'échange. Voilà. Eben, est-ce que l'on peut avoir la prochaine question? Au niveau technique, pardon, il y a un bruit. Je ne sais pas si tout le monde écoute ça. Prière de voir comment régler ça. Eben, vous avez le floor. Ok, je pense qu'on doit avoir un souci au niveau de la technique. Voilà, on a perdu Eben. D'accord, on va peut-être continuer. C'est vraiment étrange. C'est-à-dire que pour des personnes qui font l'informatique, on a énormément de problèmes techniques. J'arrive pas à comprendre ce qui va pas. Est-ce qu'on peut peut-être continuer avec Denis pour la prochaine question? Dois-je la poser, ma question? Oui, Denis, je vous en prie. Oui, la prochaine question. Ok, ma question pour M. Nzamba est de savoir quelle est la principale différence entre un étudiant de IT au Gabon et un étudiant qui a étudié l'IT en Afrique du Sud. Si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Bon, c'est une question assez difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout mon cursus tertiaire en Afrique du Sud. Donc, dès que j'ai eu le bac, j'ai atterri ici. Je n'ai jamais fait l'informatique au Gabon. Je n'ai jamais travaillé au Gabon pour savoir exactement à quoi ressemble l'univers informatique là-bas. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que j'ai pu observer, et je me basais seulement sur mes observations. Elles sont purement, comment dirais-je, personnelles. C'est que de ce que j'ai pu voir d'où je suis, lorsque vous regardez l'univers informatique gabonais, et je vais insister beaucoup plus sur les opportunités de formation, on va dire ça comme ça, plutôt que regarder le domaine académique qui m'est complètement étranger. On se rend compte que généralement au Gabon, on a un certain type, on va dire, de professionnels ou du moins d'aspirants à devenir professionnels lorsqu'il s'agit d'avoir une certaine expérience. L'informaticien, du moins le programmeur typique, travaillera pour une compagnie qui est dans un domaine précis, dans le pétrole par exemple, dans la finance, etc. etc. Donc, il travaillera pour une compagnie dont le business principal, dont l'activité principale n'est pas la construction de logiciels. Le fait d'être dans un environnement qui est configuré de la sorte ne permet pas à l'individu de pouvoir s'enrichir d'expériences différentes en passant d'un domaine à un autre. Donc, pour pouvoir évoluer dans le domaine du pétrole, par exemple, pour savoir quelles sont les différentes applications de l'informatique dans le pétrole, il faudra quitter de la banque dans laquelle on est pour aller à Port-Gentil ou à Gamba ou dans une société de la place pour savoir comment est-ce qu'on peut appliquer son savoir dans le domaine du pétrole.
je parle là donc d'une absence ou du moins d'une rareté de sociétés qui font dans le consulting. Parce que lorsque vous faites dans le consulting, vous avez cette flexibilité-là de pouvoir aller d'une entreprise, d'un domaine à un autre. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans le domaine de l'investissement, j'ai travaillé dans le domaine des mines et je travaille maintenant dans le domaine de l'assurance. Des assurances, on va dire ça comme ça. Et je n'ai pas eu à changer de compagnie pour pouvoir le faire. Parce que le service de la compagnie pour laquelle je travaille, l'activité principale, c'est l'informatique. Et étant l'activité principale, il y a aussi un certain investissement que la compagnie en elle-même va faire sur l'informatique et sur la formation de ses employés dans le domaine informatique. Donc, avec l'explosion, par exemple, des technologies du cloud, je ne sais pas comment on appelle ça en français, il y a des formations que l'entreprise va mettre sur pied ou bien va offrir à ses employés pour qu'ils puissent se former dans le domaine du cloud. Non seulement ça, mais en tant que consulting firm ou firme de consulting, l'adaptation ou du moins les formations ou du moins les directions qu'on prend sont guidées plus par le marché que par une entreprise, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est dans le pétrole, on est bloqué dans le pétrole. Or, lorsqu'on est consulting, lorsqu'il y a une certaine technologie qui prend un certain envol et qu'elle devient populaire, on va former ces employés pour cette technologie-là. Ces employés vont avoir des opportunités dans les technologies en question, ce qui permet une carrière professionnelle beaucoup plus enrichie et beaucoup plus formative, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, pour moi, c'est la plus grosse différence que je peux voir lorsque je regarde l'univers gabonais, où le consulting est quasi inexistant, et l'univers sud-africain, là où on voit beaucoup de compagnies de consulting. Ça a vraiment une incidence non négligeable sur le type de programmeurs qu'on a dans les pays en question. J'espère que, malgré le fait que je ne connais pas grand-chose sur le Gabon, j'ai pu apporter. Je vois que M. Denis est satisfait, n'est-ce pas? Oui, je suis satisfait. Ouais, je pense une des choses clés que vous avez dites à M. Zamba, c'est que les consultations en informatique au Gabon sont presque inexistantes. Et ça donne donc l'opportunité aux étudiants, voilà, et aux professionnels gabonais en IT d'aller au Gabon et développer ce domaine-là et peut-être devenir des chefs d'entreprise, parce que au-delà du professionnel, il y a également l'entrepreneur, il y a également l'homme d'affaires. Et je pense que tous les secteurs ou domaines d'activité permettent de nos jours cette expansion-là. Donc peut-être prendre la 8e question avant de se plonger sur les questions du public. Eben? Donc, j'aimerais savoir quel est le langage de programmation le plus utilisé dans le monde du travail. Ok. Bon, les langages de programmation, il faut savoir que leur popularité varie d'année en année. Mais dans l'univers sud-africain, il faut dire que c'est assez constant. Non, donc, non seulement ça varie d'année en année, mais ça varie aussi d'endroit, enfin, selon la situation géographique. Donc, je vais parler du monde sud-africain ici. Les langages de programmation les plus populaires, je pense que en 2016, c'était C# en premier, ensuite Java. Je pense que ça a changé depuis. Donc, tu as Java, tu as le langage Java, tu as le langage C#, tu as JavaScript. Avec l'émergence de Big Data, tu as aussi Python, qui est aussi assez populaire.
Grosso modo, je pense que ce sont les langages les plus populaires en Afrique du Sud. Mais quelque chose que je dois ajouter, si je peux me permettre, c'est que lorsque il est important de connaître le maximum de langages possible, mais il faut savoir que l'expérience qu'on a dans un certain langage doit être transférable dans un autre. Ce que j'entends par là, c'est qu'au-delà du langage, parce que le langage, lorsqu'on y pense bien, c'est tout simplement un outil qui nous permet de parler à une certaine technologie, à une certaine infrastructure. De la même façon que je parlerai en anglais à un Sud-Africain et je parlerai en français à un Français ou à un Gabonais pour qu'il puisse me comprendre. Mais lorsque je parle français ou je parle anglais, la logique reste la même. On va dire ça comme ça. La personne, Nzamba, qui parlerait en tant que francophone ou en tant qu'anglophone, essaie de transmettre les mêmes idées, essaie de structurer la chose de telle sorte qu'elle puisse être comprise par X, Y ou Z. Donc, la chose la plus importante en informatique, au-delà du langage, c'est la compréhension des principes informatiques, notamment ce qu'on appelle des patterns, qui vous permettraient de construire des systèmes qui sont extensibles, qui sont malléables, qui sont robustes et sécurisés. Et ces principes-là restent quasi immuables d'un langage à un autre. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, le langage n'est pas vraiment une barrière. Par exemple, j'ai commencé à coder en JavaScript il y a à peine 1 an, alors que je ne j'étais plus de C#. Avant ça, je faisais Java. Donc, voilà, il faut pouvoir sauter d'un train à un autre, d'où j'insiste dessus la compétence et la capacité de pouvoir s'adapter et d'être ouvert à l'adaptation, de ne pas y résister. Il faut épouser le changement. C'est la vie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, je pense que nous vous avons compris, Monsieur Zamba. J'ai bien envie de répéter tout ce que vous avez dit. Un étudiant ne devrait certainement pas se focaliser sur un seul langage ou du moins sur comment comprendre un langage, mais la compréhension des principes pour construire. Bon, le reste, j'ai pas pu noter. et que dernièrement, vous avez commencé avec Java et bien d'autres. Alors, ça m'amène rapidement donc aux questions de public. Je vois une question sur l'écran de Monsieur Swami Mabiala Stéphane. Je pense qu'on a une question qui vient en retard, peut-être au niveau de la technique. Voilà, je vais lire la question. L'économie numérique à l'heure du Covid, quelle perspective lorsqu'on sait que le gap numérique en Afrique en général se creuse avec le temps? Monsieur Zamba, c'est à vous. Le gap numérique en Afrique en général se creuse avec le temps. Je ne suis pas d'accord avec ce qui semble être une affirmation de Monsieur Swami. Parce que je pense qu'on fait de gros progrès. Il n'y a qu'à regarder les différents, notamment les pays anglophones. Ils sont très actifs dans le domaine numérique, mais quoi qu'il en soit, je pense que à l'heure du Covid, quelquefois, je ne peux pas le dire, mais bon, c'est la réalité assez froide. C'est une opportunité en fait pour ceux qui sont dans l'informatique. Pourquoi? Parce que de plus en plus de compagnies se tournent vers le télétravail. Parce que, comme je le disais tantôt, elles se rendent compte que lorsque les
leurs employés ne peuvent pas se déplacer, elles ne fonctionnent pas. Donc, il y a de plus en plus de compagnies qui vont se préparer pour une éventuelle pandémie de ce genre qui pourrait venir dans un futur, on l'espère, lointain. De plus en plus de compagnies, je pense, au vu de ce qui se passe en ce moment, vont essayer d'avoir des solutions digitales pour pouvoir vendre leurs produits. Que ces produits soient des services, que ce soit des produits tangibles, que ce soit des livres, des ordinateurs, etc., etc. Donc, les compagnies qui n'avaient pas pensé à avoir une présence numérique qui permettrait à X ou Y de pouvoir regarder leur catalogue et d'acheter, vont commencer à penser à cela. L'une des limites ou l'une des restrictions qui ont émergé de la pandémie, c'est de limiter les échanges physiques qu'on a, notamment les échanges de la monnaie traditionnelle. Donc, de plus en plus, on encourage les personnes à utiliser la monnaie dite numérique, ou du moins d'utiliser sa carte, d'utiliser Airtel Money pour faire ses paiements. Donc, il y aura aussi une explosion par rapport à ce domaine-là, du fait du Covid. Et le Covid, en fait, ne fait qu'accélérer qu'un processus qui est inéluctable, en fait. Voilà ce que je vois là. Donc, beaucoup d'occasions pour les jeunes qui sont dans le domaine informatique. Monsieur Zamba, il nous reste très peu de temps et ça m'amène à vouloir vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de résumer au maximum les réponses à vos questions pour que l'on puisse essayer un tant soit peu d'aider le maximum de personnes en ligne. Je vois une question de Ba Agnès qui demande quel est le meilleur moyen de faire du réseautage lorsqu'on est un étudiant en IT. Vous avez parlé plutôt du body corporate, comme on l'appelle tantôt en Afrique du Sud, mais peut-être vous avez d'autres pensées par rapport à ça? Le network réseau. Oui. Bon, ça, ce n'est vraiment pas mon domaine. Un chien qui veut faire le network, ce n'est vraiment pas mon domaine, mais je dirais que c'est l'information, en fait. Donc, il faut chercher, se rapprocher des différentes universités, des différentes institutions qui offriraient une telle formation pour savoir quels sont les débouchés et quelles sont les formations offertes. Ce n'est vraiment pas mon domaine, mais c'est un domaine assez porteur, on va le dire, parce que beaucoup d'entreprises ont besoin d'un système administrateur, d'un spécialiste en réseau pour pouvoir leur permettre, on va dire ça comme ça, d'être connectés au monde extérieur. D'accord, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, la technique, vous pouvez les balancer. J'aimerais savoir, vu que l'informatique est très présente dans presque tout ce que nous faisons, comment les différentes compagnies garantissent la sécurité ou encore la protection des données de leurs utilisateurs? Comment gèrent-ils leur vulnérabilité? Les data breaches sont devenus courants ces dernières années. Comment les professionnels en informatique se préparent et gèrent-ils cela? S'il vous plaît, posez une question à la fois et des questions très courtes. Monsieur Zamba, à vous la parole. On essaie de migrer de plus en plus vers ce qu'on appelle des double factor authentication. Double factor authentication voulant dire qu'au-delà de ton mot de passe, généralement, on demande autre chose pour pouvoir confirmer que tu es vraiment le propriétaire, que tu devrais vraiment avoir accès à une certaine ressource. Donc, vous allez sûrement remarquer que lorsque vous perdez votre mot de passe, Google va vous demander soit de répondre à une certaine question privée, soit va vous demander votre numéro de téléphone ou quelque chose de ce genre. Donc, la migration vers ça, il y a aussi une migration vers des données biométriques pour
authentifier les différentes personnes, donc notamment your fingerprints, comme on dit en anglais, ou alors la rétine de vos yeux, etc. etc. Donc, voilà comment on essaye de pallier aux différents manquements qu'il peut y avoir là. Et l'information du user aussi, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les utilisateurs ont tendance à, comment dirais-je, à cliquer sur tout et n'importe quoi. Il est important d'informer l'utilisateur pour qu'il puisse se prémunir de telles attaques. Notamment ce que les banques font beaucoup. Avec D'accord. Peut-être une autre question. Selon vous, quels sont les moyens les plus crédibles à mettre en place pour les banques, en matière d'IT bien sûr, afin d'assurer la protection des biens de leur clientèle, qui depuis un bon moment expérimentent des piratages de leurs comptes bancaires et avec le temps ça devient de plus en plus normal, courant. Monsieur Zamba. Généralement, le problème au niveau des piratages qu'on observe, notamment sur les réseaux sociaux ou au niveau des banques, ne sont pas dus aux faiblesses des infrastructures qui sont mises en place. C'est plutôt ce qu'on appelle du social engineering que les pirateurs mettent sur pied. Donc, ils vont vous envoyer un lien, n'est-ce pas, qui va vous mener sur un faux site où on va vous demander votre mot de passe, où on va vous demander certaines informations qui sont privées. Donc, il est important comment dirais-je, de se prémunir de ces attaques-là, de s'informer par rapport à cela et de ne pas donner ces informations privées à n'importe qui. Parce que de nos jours, il est très facile d'avoir votre nom, votre prénom, votre adresse, et tout de suite, je peux appeler la banque et dire non, j'ai oublié mon code PIN. La banque va me demander de m'identifier. Et si j'ai toutes ces données-là, bien entendu, il sera très facile pour moi d'avoir un nouveau code PIN et de prendre tout ce qu'il y a sur votre compte bancaire. Donc, il est important pour l'utilisateur de vraiment de garder cette privacy-là, comme on dit en anglais. Ne donnez pas vos informations à n'importe qui, surtout pas vos numéros de passeport, etc., vos adresses. Il faut faire attention. Voilà, on voit notamment beaucoup de messages qui circulent. Oui, le airtime gratuit, vous aurez les datas, cliquez par ici, par là. Écoutez les conseils de Monsieur Zamba, un professionnel gabonais en Afrique du Sud. Ne cliquez plus. Alors, une autre question. Monsieur Zamba, formaticien, programmeur. Je pense que la personne a voulu dire informaticien. À votre avis, quel sera l'un des impacts négatifs de la 4e révolution industrielle dans l'étude du travail ou tout simplement dans ces entreprises où la main-d'œuvre est très élevée? Voici une question très technique, Monsieur Zamba. Ben, la vérité, c'est que certains métiers vont disparaître. C'est la vérité la plus froide qu'il y ait. Mais il faut réaliser qu'en fait, on est dans un monde où les compagnies cherchent à faire du profit. C'est ce qui les motive. Donc, s'il est beaucoup moins cher pour eux d'avoir un programme qui fait X, Y ou Z plutôt que 4 ou 5 personnes qui pourraient faire la même chose, ben, ils vont se concentrer sur le programme ou bien sur le logiciel qui leur permettrait de gagner beaucoup plus d'argent à moins. Et ce qu'on doit faire alors pour se prémunir, pour essayer de se protéger de ces différentes menaces-là, c'est de se former tout simplement, de s'adapter au changement qu'il y a. Ce n'est pas la première fois, ce ne serait pas la première fois que certains métiers disparaissent. Lorsqu'on regarde notre histoire, ça arrive tout le temps, fort malheureusement. Donc, c'est ça, en fait, s'adapter à la formation, mais certains métiers devront disparaître pour faire court. D'accord. Je sais que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Juste avant de vous donner la parole pour peut-être votre mot de fin et d'encouragement aux étudiants et à toutes les personnes qui nous ont suivis, Monsieur Zamba, les stages, c'est la question phare des étudiants. Peut-être qu'ils n'ont pas osé vous le dire, mais les stages, nous avons un souci parce que
les étudiants, pour graduate ou pour terminer leur formation à l'université, ont besoin de passer quelques temps de stage. Est-ce que, M. Zamba, vous pouvez prendre 2 Gabonais pour leur offrir des stages? Aïe. Si j'avais ma compagnie, mon Dieu, je pourrais le faire. Mais je ne sais pas quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés nos frères, surtout dans un domaine aussi demandé que l'informatique. Je ne sais pas si ce sont des problèmes de papier, mais ce sont des problèmes de compagnie. Est-ce le cas? Peut-être Denis peut nous répondre. Denis, toi qui es dans le domaine, c'est quoi exactement le problème? Bah, surtout le problème de papier. Hein. Surtout le problème de papier. On peut dire aussi que les Sud-Africains sont un peu privilégiés dans la recherche de stage. Ok, ici cool. En Afrique du Sud. C'est mon opinion. Pour ce qui est des papiers, je suis quelque peu sur la défensive par rapport à cela, parce que mon cursus, de moi, mon expérience professionnelle n'a pas commencé dans une compagnie en tant que telle, a commencé à l'université, où j'étais un tuteur notamment. Je l'ai été pendant 2 ou 3 ans, mes 2 ou 3 dernières années à l'université. Et j'ai pu le faire de manière tout à fait légale. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y a une certaine prescription sur le visa étudiant qui permet à tout étudiant gabonais de pouvoir travailler en part-time dans son domaine d'études. Tout ce qu'il faut, c'est une lettre je pense qu'il faut juste une lettre de Home Affairs qui vous permet de travailler dans une compagnie. Moi, je travaillais part-time pendant, c'est-à-dire 2 jours sur 5, 3 jours sur 5, durant mes 3 dernières années d'université avec un study visa. Donc, oui, bien sûr, lorsqu'on parce que parle de problème de papier, peut-être que c'est tout simplement un problème d'information. Il est important de savoir ce qu'on peut faire avec un visa d'études. OK? oui. Maintenant, pour ce qui est du côté, on va dire, du côté entrepreneurial en lui-même, il faut être vaillant. On va dire ça comme ça et défier certaines choses. Choses que j'ai mentionnées plus tôt, que je mentionne encore aujourd'hui. On a tendance à penser, lorsqu'on est Gabonais, qu'on arrive en Afrique du Sud, que toutes les portes sont fermées. Parce que ça n'a pas marché pour le grand. On se dit que, pour nous aussi c'est compliqué. Et on voit le grand là et tout, ça fait 4-5 ans qu'il est là. Ça ne marche pas pour lui. Il est important d'être vaillant et persévérant et d'aller cogner aux portes. D'aller cogner aux portes de ces lectureurs, par exemple. Il y a beaucoup de lectureurs qui ont leur compagnie. Allez vers vos lectureurs et dire, OK, vous avez travaillé pour telle ou telle compagnie. Moi, je suis informaticien. J'aimerais bien travailler pour cette compagnie-là. Et s'il s'agit aussi de, comment dirais-je, d'expérience, parce que les stages, généralement, on cherche généralement l'expérience. On a la chance dans un domaine où, pour pouvoir travailler, tout ce dont on a besoin, c'est un ordinateur décent, une connexion informatique. Rien n'empêche un groupe d'étudiants de se rapprocher auprès des différentes structures qu'on a sur le territoire, des différentes entreprises, d'aller avec un projet et de dire, écoute, le grand, je sais que tu es dans, je ne sais pas moi, tu vends, je sais pas, tu vends des produits au Gabon. Est-ce que tu as une plateforme qui te permettrait de vendre ces produits-là en ligne? Je ne vois pas quel est le Gabonais, quel est l'entrepreneur qui va dire non à des étudiants qui viendraient avec une idée construite de cette façon-là. On te dit, bien sûr, mon petit, il n'y a pas de problème, vas-y, construis-moi quelque chose. Donc, il faut avoir cet esprit d'entrepreneur-là. Et on a la chance d'être dans un domaine où on n'a pas besoin de grandes choses. Il y a beaucoup qui ont réussi de leur garage. Donc voilà, comme vous l'avez compris certainement, le grand parfait Zamba ne vous donnera pas de stage, mais il vous encourage à être courageux et d'aller, parce que les opportunités sont infimes, il y en a tellement.
à vous de, voilà, comme on dit, prendre le taureau par les cornes. Nous allons peut-être terminer un mot de fin pour chacun, mais juste avant cela, rappeler quelques petites annonces. Vous l'avez vu certainement au bas de votre écran. Nous essayons de mettre en place des groupes WhatsApp qui rassemblent chaque étudiant et professionnel dans un domaine d'activité bien précis ou une filière bien précise. En ce qui concerne le groupe des étudiants IT, ce pourquoi nous discutons aujourd'hui, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Envoyez votre numéro de téléphone, faites-vous connaître, faites-vous enregistrer, je voulais dire, pour participer aux échanges quotidiens, une échange quotidienne, voilà, pardon, sur ce sujet-là. Également pour le sujet que nous avions évoqué la dernière fois, donc en ce qui concerne l'économie et les finances, également un groupe WhatsApp s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez également joindre ce groupe-là et chaque semaine comme ça, quand nous abordons une filière, nous créons ce groupe WhatsApp pour que tous les Gabonais qui font la même chose puissent se rassembler ensemble parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous serons plus forts. Eben, est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin par rapport à tout ce qui s'est dit? Well, I just want to thank you, first of all, for giving me the word. I want to thank Gabonese diaspora and our main guest, Prophet Zamba, for the time you have taken tonight and shared with us some very important things. Just want to thank you all for watching and being with us. It was a pleasure for me to be here. Thanks. Parfait. Denis, à vous la parole. Alors, merci déjà pour l'invitation et merci à M. Zamba de nous avoir accordé son temps. Et vos réponses vont nous aider à créer un pont entre l'université et le monde du travail. Alors, merci encore pour votre temps et merci pour les éclaircissements. D'accord. Merci. Juste avant de vous donner la parole, Monsieur Zamba, j'aimerais pouvoir rappeler quelques petites choses. Donnez-moi une seconde alors que j'ouvre ça. Donc, une dernière annonce, voilà. Demandez à tous les professionnels gabonais, vous avez appris en Afrique du Sud, vous avez eu votre diplôme, vous avez trouvé de l'emploi. S'il vous plaît, ne nous fouillez pas. Nous sommes vos petits frères. Revenez nous soutenir également pour qu'ensemble, nous soyons cette diaspora qui est capable de s'affirmer sur le territoire sud-africain. Donc, nous demandons à tout professionnel gabonais en Afrique du Sud de bien vouloir nous contacter à l'association, sur la page de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg, pour que également vous puissiez venir partager votre expertise avec les plus jeunes, mais surtout que vous puissiez accompagner les étudiants dans cette activité de mentorship qu'on essaie de mettre en place. Alors, Monsieur Parfait, un mot de fin? Premièrement, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et pour la conversation cordiale qu'on a pu avoir, pour les échanges qu'on a eus. C'est vraiment une initiative à saluer et je vous salue pour cette initiative-là. Effectivement, pendant trop longtemps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de caciques, qu'il y a beaucoup de bleus qui ne communiquent fort malheureusement pas. Le cacique fort de son expérience peut aider le jeune et le jeune peut aussi aider le cacique à voir certaines choses qui, dans sa vieillesse, il ne peut plus voir, si je peux exprimer ainsi. Donc c'est vraiment quelque chose que je salue et voilà pourquoi lorsque mon petit frère m'a invité pour vraiment participer à cet échange-là, je suis une personne assez privée, j'ai tout de suite dit oui parce que je veux également participer, n'est-ce pas, à l'établissement, à la croissance de notre communauté sur dans ce pays-ci. Donc, s'il faut un mot de fin, c'est merci. Et sachez que je reste disposé, au-delà de cette plateforme, à vous aider de quelque manière que ce soit, selon les pouvoirs, ou du moins les petits pouvoirs qui sont les miens. On va dire ça comme ça. Donc, mot de fin à l'adresse des
les informaticiens qui sont là, c'est que il faut bosser, gars, il faut bosser. Il faut attendre qu'on vous donne la perche. On peut être dans une vraiment discipline qui nous permet de faire tout et n'importe quoi tant qu'on a un ordinateur viable, on a nos cerveaux. Donc, faites des petits projets, même si c'est une page HTML ici et là, même si c'est un petit JavaScript, etc., etc. Construisez votre portfolio pour que lorsque vous arrivez sur le marché du travail, au-delà du diplôme, vous puissiez dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc., etc. Voilà le petite app que j'ai construite, qui est ici, voilà le petit site que j'ai construit, etc., etc. Ce sont des choses qui aident vraiment dans le marché du travail, qui aident même plus que les gros diplômes, etc., etc. Donc, à pousser, et voilà quoi, grosso modo. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, grand frère. Alors, rappelez, peut-être avec le mot de fin, nous avons parlé aujourd'hui sur les technologies de l'information avec pour invité principal notre aîné, le grand frère Parfait Zamba. Et nous avons eu 3 invités. Monsieur Denis Ivombo, étudiant licence 3 à UJ en information technologique. Nous avons également eu Ebenezer Gomat, qui est un étudiant à Damlin en licence 1 de la même filière, donc IT. Et nous avons eu Faozen Kosoko, qui est étudiant à UJ également en licence 3. La semaine prochaine, jeudi, nous évoquerons une autre filière, donc ça concernera les relations internationales. Et nous aurons sur le plateau un Gabonais également qui a terminé dans ce domaine et qui a pu trouver l'emploi. Si vous connaissez quelqu'un qui fait les relations internationales ou PR, ou je ne sais pas comment on appelle ça trop en Afrique du Sud, mais voilà, dites à cette personne de se connecter jeudi prochain. Pour l'heure, je vous dis merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée chez vous. Voilà, remercie également l'équipe technique, Osni Mensa et Rosni Tatis Koten, comme qui dirait au Gabon, Victor Moudouga.